Mesdames, Messieurs, bienheureux, bien prétentieux surtout, serait celui qui pourrait dire qu'il va dépeindre avec précision l'avenir d'une façon générale et l'avenir du droit pénal en particulier. À défaut, peut-on moins avoir une impression, un tableau d'ensemble, et je pense que pour chacun d'entre nous, ce tableau serait fait d'ombre et de lumière, à chacun selon son caractère, plus d'ombre ou plus de lumière. Et je pense que les différentes interventions de cette seconde partie d'après-midi vont toutes être faites d'ombre et de lumière, à commencer par celle de Benoît Auroy, dont je parlerai dans un instant, mais peut-être avec davantage d'ombre, je suppose, celle d'Étienne Vergès sur le procès pénal à l'épreuve des contraintes économiques. Il se trouve que hier, dans le master que je co-dirige, j'ai invité une experte en informatique qui nous parlait donc des cas dans lesquels elle était saisie par la justice pour ce type d'expertise. Ce sont celles du temps présent, ce sont celles, nous n'en doutons pas, de l'avenir. Elle nous disait aussi qu'aujourd'hui, il fallait que ces experts soient dotés d'un matériel de plus en plus onéreux, sans cesse plus onéreux, pour pouvoir remplir la mission que la justice leur confiait. Et puis qu'il fallait se former sans cesse, parce que naturellement, toutes les technologies évoluent et que ces formations étaient loin d'être gratuites ou anodines. Et elle concluait en disant que ces expertises avaient un prix sans cesse plus croissant pour la justice. Et naturellement, l'enjeu est le suivant. Est-ce que l'on va réserver demain ce type d'expertise de très très haut niveau aux affaires qui le méritent, où l'enjeu est suffisamment important et pas aux autres? Et naturellement, faire abstraction de ces contraintes économiques serait tentant, ce ne serait pas forcément très réaliste. Je commence, et peut-être à tort, sur un tableau où il y a plus d'ombre que de lumière, vers un procès pénal sans audience. Ce sera cette fois l'intervention de Philippe Bonfils. Alors, un procès pénal sans audience, après tout, pourquoi pas? Du moins, lorsqu'il n'y a pas de peine d'emprisonnement encourue, on peut l'imaginer. Mais de prime abord, on se dit qu'on prive tout de même le justiciable de cette possibilité de s'expliquer devant son juge. Mais on pourrait, là encore, remettre un peu de lumière dans ce tableau un peu sombre. Car il y a peut-être des justiciables qui, lorsque la privation de liberté, en tout cas, n'est pas envisagée, seraient impressionnés, seraient marqués, seraient traumatisés par une audience, et une audience solennelle. Peut-être que dans certains cas, une justice plus humaine, plus simple, peut avoir son rôle, du moins, dirais-je, s'il est possible, de faire opposition. Et puis, je viens de présenter les interventions successives de mes collègues Étienne Vergès et Philippe Bonfils. Oh, je ne peux pas résister au fait de remercier une première fois les organisateurs de nous avoir réunis tous les trois, car nous fêtons en ce moment nos 20 ans d'agrégation lors du concours commun, et naturellement, j'y vois un clin d'œil de la part des organisateurs. Alors, ils auraient pu rajouter, mais ce n'est pas du tout dans leur tempérament, un soupçon de malice en disant qu'on allait parler du droit pénal du bon vieux temps. Mais non, ils nous convoquent sur l'avenir du droit pénal. On rajeunit de 20 ans. Nous allons ensuite entendre, et je suis très heureux de la retrouver une nouvelle fois dans un colloque, Maître Mignon-Colombet, sur un thème, un intitulé qui est presque un peu provocateur. La transaction est-elle l'avenir de la condamnation pénale? Alors oui, on traite un peu, nous, de la transaction. Oui, alors en effet, la direction départementale de l'équipement, les eaux et forêts, très bien, mais enfin, ça reste quand même dans un cercle très réduit. Et pourtant, on sait que d'autres pays qui ont une certaine place quand il s'agit de parler d'avenir, je songe aux États-Unis, défendent beaucoup leur modèle de transaction, en nous disant qu'une décision de justice obtenue par transaction est une décision de justice qui est mieux perçue, mieux ressentie, mieux vécue par les justiciables, mieux acceptée, mieux respectée que quand elle est assénée et totalement subie. Ce n'est pas dans notre tradition, mais
N'y a-t-il là que de l'ombre? Ne peut-on pas voir une parcelle de lumière dans ce raisonnement et dans ces observations venues de loin? Et je vais rester sur ce regard d'outre-Atlantique, s'agissant de la première intervention que nous écouterons de Benoît Roy, maître de conférence dans l'université qui m'est chère de Rennes, et qui nous parlera du procès pénal algorithmique. Alors je ne suis pas totalement sûr, à vrai dire, d'être au cœur de son sujet, mais là aussi, ce sujet m'a fait penser à ce qui peut être pratiqué aux États-Unis dans une conférence sur YouTube que j'avais écoutée, où un magistrat vantait, exposait, mais vantait le mode de traitement des affaires pénales, disons les moins importantes, qui étaient traitées de manière informatique en entrant, mais des dizaines de critères, c'est-à-dire que nous n'étions pas dans l'ordonnance pénale contraventionnelle, ni même correctionnelle qui est davantage personnalisée, mais dans un traitement qui se voulait beaucoup plus pointu, et où ensuite on leur fournissait sur des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de décisions enregistrées la moyenne de la peine qui était alors décidée. Et il disait que ce traitement était parfaitement admirable, car très juste, que la négociation après était minime. L'un des avocats avait fait observer, on aurait cru entendre un Français, que tout cela était bien quand c'était un instrument, une aide, mais que cette informatisation, cette instrumentalisation de la justice risquait de la déshumaniser, et qu'il fallait que ce soit un instrument complémentaire, mais certainement pas un ordinateur preneur de décision. Et cette intervention m'avait naturellement, totalement convaincu, sauf qu'une avocate, qui était également à la tribune, avait alors pris la parole d'une manière plus déconcertante pour un Français, en faisant observer qu'elle venait d'un État du sud des États-Unis, un État qui avait été l'un des derniers à abolir l'esclavage, et que dans son État, il y avait un soupçon qui ne disparaissait pas, qui était celui d'une société fondée sur des préoccupations raciales et donc racistes, que ce soit à l'école, au collège, à l'université, devant la police, devant la justice, et qu'à partir du moment où on expliquait à un justiciable, notamment à un justiciable noir, qu'il n'y aurait aucune prise en compte de la couleur, ni de l'auteur, ni de la victime, car ce n'étaient pas des données qui étaient rentrées dans l'ordinateur, bien évidemment, qu'il aurait le droit à exactement la même décision que n'importe qui d'autre, il était extrêmement rassuré et beaucoup plus respectueux de cette décision. Et cet argument était un peu troublant, mais il n'était pas non plus complètement déplacé ou complètement vain. Et évidemment, pour un Français, il était troublant. Mais je regardais sur YouTube les visages de tous les intervenants qui opinaient et qui approuvaient aux États-Unis une telle observation en disant qu'un ordinateur, en effet, n'a pas de préjugés, contrairement à tout homme, à toute femme, aussi admirable soit-il, qu'il en est véritablement, ou tout simplement qu'on puisse lui prêter, à tort, de telles intentions. Et l'argument est certainement contestable, il n'empêche qu'il est troublant. Donc nous entendrons avec le plus grand intérêt toutes ces communications. Auparavant, je voudrais vraiment, en tant que professeur de l'université sœur de l'université Paris-Sorbonne, étant professeur de l'université Paris-Panthéon-Assas, remercier et féliciter les organisateurs de ce magnifique colloque, de ces magnifiques 2 journées, les professeurs Beauvais-Schustin et Dreyer, mes chers collègues et mes chers amis, et vraiment leur dire à quel point j'ai été impressionné par le déroulement et les personnalités qu'ils ont conviées et sur le thème qu'ils ont choisi. Il se trouve, ça nous a été dit ce matin par la vice-présidente luxembourgeoise de cette association, que dans quelques mois, en juin prochain, se tiendra le congrès de l'Association internationale de droit pénal, cette fois à l'université Panthéon-Assas, et finalement sur un thème qui n'est pas si lointain, puisque ce thème sera celui de l'intelligence artificielle. Droit pénal de l'avenir, droit pénal et intelligence artificielle. On voit bien que Panthéon-Assas, Panthéon-Sorbonne, mais toutes les universités de France, mais aussi les avocats, les magistrats, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui nous écoutent à distance, cheminent ensemble dans la même direction, avec les mêmes préoccupations,
vers l'avenir. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a beaucoup plus de lumière que d'ombre. Nous allons donc commencer par écouter Benoît Auroy sur le procès pénal algorithmique. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je me joins pleinement à la litanie de remerciements qui ont pu être formulés d'ores et déjà. Et donc, à mon tour, je remercie les trois organisateurs, je les remercie très chaleureusement, donc les trois organisateurs de ce colloque. Alors, le procès pénal serait-il à la veille d'une véritable révolution copernicienne? Avec le développement quasi frénétique des algorithmes, la question se pose immanquablement, car si les seconds forment peut-être l'avenir du premier, ils en sont assurément le passé. Le constat peut surprendre tant les algorithmes sont aujourd'hui étroitement associés aux nouvelles technologies. L'objet mathématique, c'est-à-dire la formalisation d'une suite finie de règles permettant de résoudre un problème donné, est pourtant très ancien. La diffusion de l'un des premiers algorithmes remonterait ainsi au IIIe siècle avant notre ère, lorsque Euclide enseignait la méthode pour trouver le plus grand commun dénominateur de deux entiers relatifs. Or, à bien des égards, le procès pénal sous l'ancien droit reposait déjà sur des algorithmes. C'était le cas s'agissant de la détermination de la culpabilité. Avec le système des preuves légales qui s'installe progressivement à partir du XIIIe siècle, la conviction du juge devint la simple solution d'un problème d'arithmétique. Les preuves étaient hiérarchisées. Au sommet se trouvaient les preuves pleines, à savoir l'existence de deux témoins concordants d'une part et l'aveu de l'accusé corroboré par des indices objectifs d'autre part. Et elles seules permettaient au juge d'infliger la peine ordinaire applicable pour le crime commis. Mieux, elles rendaient en principe obligatoire la condamnation. En dessous, les preuves imparfaites ou semi-pleines, telles que l'existence d'un unique témoin, autorisaient seulement le prononcé d'une peine atténuée, tandis que le recours à la question préalable ne nécessitait plus qu'une preuve dite considérable. En parallèle, les indices eux-mêmes étaient divisés en nécessaires, prochains et éloignés, et dans une certaine mesure, toutes ces preuves pouvaient alors se combiner entre elles. Plusieurs preuves imparfaites étaient susceptibles d'en former une pleine, et une demi-preuve ou une preuve considérable pouvait naître de plusieurs indices. Algorithmique dans la preuve de la culpabilité, la justice répressive de l'Ancien Régime l'était encore dans l'exécution de la sanction infligée aux condamnés. Dans sa longue analyse des supplices, Foucault notait ainsi que ces châtiments reposaient surtout d'un art quantitatif de la souffrance. La peine y était calculée selon des règles détaillées qui gouvernaient le nombre de coups, la longueur de l'agonie ou encore le type de mutilation infligée aux condamnés. Alors bien sûr, le procès pénal algorithmique de demain ne serait pas le même que celui d'hier. Mais le bouleversement que l'essor des algorithmes est susceptible de produire sur le procès pénal ne serait-il donc que de façade? Ne s'agirait-il finalement que d'une nouvelle étape dans cette marche entamée il y a plus de 800 ans vers une justice répressive la plus rationnelle possible? Si elle est tentante, cette présentation serait peut-être un peu rapide, car le couple moderne algorithme-intelligence artificielle rend désormais concevable une justice sans juge. En Estonie, par exemple, les litiges contractuels d'un montant de moins de 7 000 € relèvent en première instance d'un traitement purement algorithmique, c'est-à-dire donc d'une intelligence artificielle érigée en juge. Voilà qui marquerait une véritable rupture juridique et anthropologique. Il est vrai que, s'agissant de la matière répressive, le Parlement européen a adopté le 6 octobre 2021 une résolution exigeant le maintien de l'appréciation souveraine des juges, humains donc, et une prise de décision au cas par cas. Mais sans aller jusqu'à la disparition de la décision humaine, qui relève sans doute d'une part de fantasme, au moins à l'heure actuelle, l'irruption des algorithmes pourrait donner naissance à une justice répressive augmentée, un juge assisté par l'IA. Pour cela, cependant, deux séries de conditions fondamentales devraient au préalable être réunies, lesquelles ne sont pas encore complètement satisfaites.
La première réside dans la transparence de l'outil au service du juge, qui s'avère absolument nécessaire tant au respect du contradictoire que de l'exigence de motivation. Or, de nombreux algorithmes sont aujourd'hui développés par des opérateurs privés et sont, de fait, confidentiels. En outre, il existe encore des systèmes algorithmiques dont on comprend mal le fonctionnement interne. C'est le fameux problème technique des boîtes noires. On observe les données d'entrée et de sortie, mais sans bien comprendre comment les premières ont pu produire les secondes. L'autre condition indispensable tient à la neutralité de l'algorithme. Car si le professeur Verny vient de nous montrer l'opportunité que l'algorithme peut représenter, il peut aussi constituer un danger. Les précédents américains de justice actuarielle, on songe ici au logiciel Compass notamment, révèlent le danger d'une intelligence artificielle discriminante, soit dès sa conception, soit dans son apprentissage par un phénomène de systématisation de tendances sous-jacentes. Une fois ces difficultés levées, les algorithmes pourraient a priori servir des objectifs variables en fonction de l'avancement du procès pénal. Au-delà des seules considérations économiques, bien sûr, l'outil pourrait en particulier être exploité afin de rendre les décisions répressives plus uniformes ou plus fiables. En premier lieu, donc, la recherche d'uniformité. Dès lors que les algorithmes reposent sur la mise en œuvre d'une méthode stricte et constante de résolution d'un problème, leur généralisation pourrait servir à atténuer les disparités qui peuvent exister aujourd'hui entre les décisions répressives. Cette plus grande uniformité pourrait ainsi être recherchée aussi bien dans la phase préalable au jugement que lors du jugement lui-même. Toutefois, l'intérêt du procédé et sa compatibilité avec les principes fondamentaux qui régissent la matière pénale semblent varier selon la nature des décisions envisagées. S'agissant tout d'abord de la phase préalable au jugement, le recours aux algorithmes pourrait bien sûr permettre une plus grande uniformité dans l'appréciation par le ministère public de l'opportunité des poursuites. On sait en effet que les pratiques des magistrats diffèrent d'un parquet à l'autre. Par exemple, à Lille, plus de 28% des mises en cause dans des affaires poursuivables d'atteinte aux biens ont bénéficié d'un classement sans suite d'opportunité en 2023. Par comparaison, ce taux n'atteint même pas 12% à Versailles. Autrement dit, d'un point de vue purement statistique, le risque pour une personne d'être poursuivie varie selon l'endroit où l'infraction a été commise. Évidemment, un tel constat ne peut qu'interroger au regard du principe d'égalité devant la loi pénale. Or, l'introduction d'une décision de nature algorithmique permettrait certainement de gommer de telles disparités géographiques. Toutefois, ce qui ferait ici la force de l'outil représenterait tout autant sa faiblesse. Il ne faut pas oublier en effet que chaque procureur de la République doit mettre en œuvre la politique pénale définie par le garde des Sceaux en tenant compte du contexte propre à son ressort. Si l'existence de divergences d'appréciation d'un magistrat à l'autre est probablement inévitable, ces disparités géographiques s'expliquent donc aussi, et peut-être même surtout, par des considérations objectives. La fréquence d'une infraction au plan local et plus largement la criminalité propre à chaque ressort de tribunal peuvent ainsi expliquer des réponses pénales différentes de la part de magistrats qui doivent aujourd'hui gérer des flux. L'opportunité d'introduire une décision de nature algorithmique au stade des poursuites apparaît donc sujette à caution, au moins à l'échelle nationale. S'agissant ensuite du jugement lui-même, le recours aux algorithmes pourrait notamment être promu dans le choix de la peine afin d'assurer une plus grande uniformité des condamnations et donc là encore une certaine égalité entre les justiciables. En réalité, le procédé ne ferait là que systématiser et rendre plus visible ce qui peut apparaître comme une tendance naturelle des juridictions à procéder par barème, comme nous l'a rappelé ce matin le professeur Dreyer. En responsabilité civile, la nomenclature d'un TIAC, associée au référentiel d'indemnisation des cours d'appel, constitue déjà une justice de nature algorithmique. Comment nier que les juges répressifs procèdent eux aussi à une forme de comparaison implicite ou d'étalonnage, au moins à l'échelle de leur propre juridiction? Sans doute, la démarche est-elle indispensable à la cohérence de la justice dans son ensemble.
Mais l'exigence d'individualisation propre à la matière pénale pourrait-elle alors contrecarrer un tel recours aux algorithmes? On peut en douter tant certains critères, et non des moindres, semblent aisément pouvoir être saisis par des algorithmes. Le passé pénal du mis en cause, son niveau de ressources ainsi que sa situation familiale et, dans une certaine mesure, la gravité de l'infraction sont autant de critères qui se prêtent très bien à une traduction mathématique. Le constat ne vaut cependant pas pour tous. Propre à chaque individu, comment le vécu du mis en cause pourrait-il intégrer le système reproductible nécessaire à l'intelligence artificielle? La recherche d'uniformité et d'égalité des citoyens pourrait ainsi marquer demain l'avènement d'un objet juridique pour le moins curieux, une individualisation de la peine standardisée. Dans une recherche d'uniformité, la perspective d'un procès pénal algorithmique laisse donc un bilan mitigé. L'opportunité même d'une aide mathématique à la décision est tout à fait discutable, en particulier dans la phase préalable au jugement. L'essor des algorithmes pourrait cependant servir un autre objectif, celui de rendre les décisions de justice plus fiables à l'avenir. En second lieu, donc, la recherche de fiabilité. Assurément, les algorithmes se présentent sous des traits séduisants pour un procès pénal qui a à cœur la manifestation froide de la vérité. Purement mathématiques, ils paraissent d'une grande fiabilité. Au préalable, cependant, il faudrait encore questionner cette dernière. Quelle marge d'erreur inhérente au fonctionnement de l'outil serait-elle acceptable face aux enjeux considérables de la justice répressive? Que faire des personnes condamnées ou maintenues en détention sur la foi d'une justice algorithmique défaillante? Sans doute, le juge humain n'est-il pas infaillible lui non plus, mais il doit alors rendre une décision en son âme et conscience et en assumer une forme de responsabilité morale. Alors, perçus comme particulièrement fiables, les algorithmes pourraient former un outil précieux pour reconstituer des faits passés. Mais plus encore, ils sont d'ores et déjà appelés au secours du juge afin de prédire l'avenir. D'une part, en effet, les algorithmes pourraient être utilisés afin de reconstituer le passé, et ce de deux manières différentes, au moins. Au stade de l'enquête, tout d'abord, l'essor de la vidéosurveillance intelligente pourrait permettre aux policiers d'identifier plus rapidement la commission d'une infraction. Certes, en l'état de l'expérimentation initiée par la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques, de tels traitements algorithmiques ne peuvent fonder par eux-mêmes aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. Mais la tentation sera probablement grande d'étendre leur portée. En particulier, suffiront-ils un jour à justifier l'ouverture d'une enquête de flagrance? La notion d'apparence, qui s'inscrit aujourd'hui dans un référentiel humain, pourrait ainsi se déplacer vers celui plus fin de l'intelligence artificielle. Au stade du jugement, ensuite, les algorithmes pourraient bien sûr aider le juge à répondre à la question de la culpabilité de la personne poursuivie. Or, les règles qui gouvernent actuellement la preuve pénale constituent un cadre juridique tout à fait accueillant pour un tel outil. Le principe de la liberté de la preuve permettrait déjà au juge pénal de solliciter l'avis d'une intelligence artificielle, tandis que celui de l'intime conviction lui interdirait simplement de se prétendre lié par la réponse alors obtenue. Techniquement, cependant, le résultat produit par l'intelligence artificielle ne s'exprimerait pas sous la forme d'un couple binaire oui-non ou innocent-coupable. Il se présenterait sous la forme d'une probabilité de culpabilité, au vu des données traitées, probabilité qui serait d'ailleurs beaucoup moins forte, beaucoup moins fine qu'en matière de preuves biologiques. Se poserait alors la question de la probabilité suffisante pour emporter la conviction du juge. Autrement dit, un résultat estimant une culpabilité à 80% de probabilité pourrait être perçu comme une preuve aussi bien de culpabilité que de l'existence d'un doute raisonnable. D'autre part, les algorithmes sont d'ores et déjà utilisés à des fins de justice prédictive, et ce pour évaluer donc la dangerosité des individus. Ce sont les fameuses méthodes actuarielles venues des États-Unis et du Canada qui reposent sur une évaluation statistique établie à partir d'une masse d'individus. Traditionnellement, il est vrai que la France a davantage la culture de l'analyse clinique
par laquelle l'expert réalise une évaluation subjective du patient à partir d'entretiens individualisés et d'anamnèse. Mais tout en imposant au juge d'évaluer la dangerosité des condamnés, le droit interne ne précise pas la méthode à employer pour cela. Celle-ci se trouve donc entièrement entre les mains des experts, de sorte que les méthodes actuarielles pénètrent incidemment la pratique des tribunaux. Le changement d'approche est pourtant radical. Alors que l'analyse clinique cherche à pénétrer le fort interne du patient, sa psyché, tant bien que mal, les méthodes actuarielles l'envisagent essentiellement à travers ses caractéristiques extrinsèques, son milieu social ou sa famille, par exemple. En définitive, il est peu de principes juridiques formalisés qui paraissent pouvoir constituer un obstacle dirimant à l'essor d'un procès pénal algorithmique. Si certains en sortiraient bien sûr amoindris, d'autres pourraient au contraire en sembler renforcés. Il reste cependant que cette irruption des algorithmes heurte les fondements philosophiques de la justice répressive elle-même. Elles interrogent le rôle du juge et son rapport à une machine-outil qui risquerait de s'imposer dans les faits comme le véritable décisionnaire. Ils interrogent également la perception du couple responsabilité pénale-dangerosité en raison du risque de recul du libre arbitre individuel au profit d'une analyse statistique déterministe des personnes. Aussi, les mots de la regrettée Mireille Delmas-Marty résonnent-ils, une fois encore, avec force. Du désir de rationalité au délire logique, des glissements sont toujours à craindre et la validité formelle peut servir d'alibi aux pires abus. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Et en effet, on voit bien qu'il y a du blanc et du noir, mais vous avez plaidé aussi pour qu'on y rajoute au cas par cas et selon chaque personne quelques couleurs. Et je pense que vous avez tout à fait raison. Nous allons maintenant écouter le professeur Étienne Vergès, dont l'intitulé me semble un tout petit peu sombre, le procès pénal à l'épreuve des contraintes économiques. Cher Étienne, apporte-nous tes lumières. Ça fait 6 mois que je travaille sur ce sujet. Merci beaucoup, Pascal, de me l'avoir suggéré. Et pour l'anecdote, quand je lui ai dit, il m'a proposé ce sujet, quand je lui ai dit, oui, très bien, pourquoi pas, à quoi tu penses? Il m'a dit, rien du tout, fais ce que tu veux, ça sera brillant. Waouh. Alors, merci d'abord, Monsieur le Président, cher Édouard, de me donner la parole. Aborder donc ce thème de la contrainte économique, c'est un peu se retrouver à l'heure des comptes. Évoquer les comptes de la justice, ça consiste à mettre de côté, au moins provisoirement, l'esprit de justice. Il s'agit de se pencher sur les contingences et donc sur les stratégies qui sont mises en place pour s'adapter à ces contingences. Et les solutions, en majorité, sont des solutions pratiques, éloignées de considérations relatives à ce qu'on pourrait appeler un idéal de justice. C'est aussi penser à court terme. Quand on regarde les lois de programmation de la justice, elles couvrent des périodes de 3 ou 4 ans. Mais essayer d'explorer cette question des contraintes économiques dans une perspective de l'avenir du procès pénal, ça revient également à se pencher sur les évolutions passées pour progressivement voir comment peut se dessiner l'avenir. Alors, une petite précision terminologique, quand on va parler ici de procès pénal, parce que c'est le thème de cette table ronde, en réalité, c'est un peu par abus de langage. En matière pénale, une grande partie des enjeux économiques se jouent en amont et en aval du procès pénal. Et donc, il faut tenir compte des autres étapes de la procédure pénale, évidemment, de l'investigation jusqu'à l'incarcération. On va beaucoup parler de prison. Et donc, on peut réfléchir à l'influence de la contrainte économique plutôt sur l'avenir de la justice pénale, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu, en adoptant 2 postures opposées. La première posture consiste à chercher des solutions pour redonner un avenir à la justice pénale, je dirais à budget constant. Il s'agit de se représenter une justice pénale enfermée dans la contrainte économique. Et puis la seconde posture consiste plutôt à imaginer ce qu'il pourrait se passer si les vannes financières étaient ouvertes. À quoi pourrait-on alors rêver pour la justice pénale?
Et il s'agit alors de se représenter une justice libérée de la contrainte économique. Vous avez compris, je vous ai proposé un plan de parties, c'est nos 20 ans. Alors, c'est un plan de leçon, quoi. Alors, cette justice pénale enfermée dans la contrainte économique. Pour affronter les difficultés liées aux contraintes économiques, on peut emprunter différentes voies. Je vous en propose ici 3. Sans que cette liste soit exhaustive, c'est un choix un petit peu arbitraire qui tient compte aussi du quart d'heure qui m'est laissé. Première voie possible, contourner le procès pénal, ça sera la plus classique, je vais essayer de l'évacuer rapidement. Deuxième voie, un peu plus subversive, tarifier l'acte de justice. Et puis troisième voie, elle tiendra en un triptyque que je vous proposerai ainsi, ne pas incriminer, ne pas condamner, ne pas emprisonner. Alors d'abord, contourner le procès, c'est la voie la plus évidente, elle est empruntée depuis plusieurs décennies, on en a déjà parlé depuis ce matin, le centre névralgique de la gestion des flux de délinquance se situe au niveau de la décision d'orientation du dossier pénal. Et pour comprendre comment le législateur a décidé de rationaliser cette gestion des flux, il faut remonter en réalité aux années 90. Donc on n'est pas encore dans les perspectives d'avenir, on doit comprendre le passé, plus précisément en 1995, c'est la fameuse loi qui crée l'injonction pénale. À l'origine de cette procédure alternative se trouve le constat fait par le législateur d'une montée en puissance des classements sans suite. C'est assez bien documenté, c'est chiffré, ils sont évalués à l'époque dans l'activité des parquets à 80% des affaires dont le parquet a à traiter chaque année. Donc dans les années 90, on a un taux de classement sans suite qui est extrêmement élevé. Né alors, notamment dans l'esprit du législateur, le concept d'efficacité de la réponse pénale. Composition, mesures alternatives et même CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, autant d'audiences allégées, autant d'audiences évitées. Et finalement, entre 2005 et 2019, les audiences correctionnelles dites classiques chutent de 40%, alors que dans la même période, les CRPC progressent de 260%. Et c'est plus modeste, mais les compositions pénales progressent de 60%. Quand on regarde en 2022 les statistiques, les chiffres clés de la justice, les procédures dites contractualisées représentaient de 53% des réponses pénales. Sans augmentation de budget, le taux de réponse pénale a dépassé les 90%. Donc on était dans un taux de classement sans suite de 80% et on a basculé dans un taux de réponse pénale de 90%. Alors deuxième option, deuxième voie, tarifier l'acte de justice. Voilà probablement une idée provocatrice, puisque dans une culture où le principe de gratuité de la justice est profondément ancré, dans un système où les juges ne sont pas rémunérés à l'acte, contrairement à ce qui se passe en matière médicale, c'est une idée un petit peu peut-être saugrenue. Pourtant, à bien observer les pratiques récentes, on constate une évolution de ce modèle. Je vous propose deux phénomènes ici. D'abord, certains juges, certains membres du parquet sont indemnisés à la vacation. Les magistrats honoraires, les avocats honoraires, les magistrats à titre temporaire, les assistants de justice. Et nombre d'entre eux exercent des tâches juridictionnelles ou dévolues au parquet. Cette tarification à la vacation permet évidemment des économies. La rémunération n'augmente pas en fonction de la carrière. Le recours à la vacation est flexible, il s'adapte aux besoins de l'institution. Les emplois sont précaires. Okay. C'est un peu cynique. Certains de ces emplois permettent d'ailleurs d'amortir le coût des réformes. Donc on crée la fonction d'avocat honoraire pour siéger dans les cours criminelles et éviter d'augmenter, d'avoir recours à des magistrats titulaires pour occuper ces sièges. Tarifier l'acte de justice, si on se place du côté des justiciables, eh bien, les usagers du service public ont déjà été associés au financement de la justice. L'expérience a été conduite en 2011. Il s'agissait d'une contribution financière en première instance de 35 € par instance civile. Alors c'était par instance civile, vous allez me dire, rien à voir avec la justice pénale, mais en réalité, il s'agissait de financer la réforme de la garde à vue et en particulier l'aide juridique qui était liée à la présence de l'avocat durant cette garde à vue.
l'effet de cette contribution financière a été évalué, il est double. D'abord, on compense l'augmentation des coûts de justice, ici c'est l'aide juridique, provoquée par les réformes, et puis on réduit le volume de saisine des juridictions. Ça, c'est très intéressant. Il a été constaté une baisse de taux de saisine de près de 10% en moyenne pour ces affaires civiles, et ce taux était plus marqué notamment pour les petites créances. Alors en termes purement économiques, puisqu'on m'a demandé de raisonner vis-à-vis de ces contraintes économiques, la tarification de l'action en justice est efficace. Elle accroît les ressources tout en diminuant les saisines. Mais bon, sa transposition en matière pénale est loin d'être évidente. D'abord parce que la sanction financière pour la victime vient s'ajouter à la souffrance qu'elle a subie du fait de sa situation de victime. Et puis, peut-être, et surtout, elle est inefficace pour ajuster l'action du ministère public qui ne peut pas être soumis à cette tarification. Alors j'en viens finalement à cette idée qui m'apparaît peut-être plus lumineuse que les autres, encore que la première que j'ai exposée a déjà montré son efficacité redoutable. Cette idée qui tient dans ce triptyque, ne pas incriminer, ne pas condamner, ne pas emprisonner. Alors ici encore, de tels propos pourraient être des propos un peu abolitionnistes, un peu datés. On a passé l'époque de l'abolitionnisme. Mais en prêtant un peu d'attention au nombre, tout de même, on observe deux phénomènes qui contribuent à alourdir nettement le budget de la justice pénale. Je suis ici dans les chiffres des États généraux de la justice, c'est quand même assez récent. D'abord l'accroissement du nombre de condamnations, et ensuite l'accroissement du nombre de personnes incarcérées. Entre 2012 et 2020, les peines d'emprisonnement ferme ont suivi une courbe d'augmentation croissante, allant en moyenne de 210 jours à 285 jours d'emprisonnement ferme. Les peines sont donc plus lourdes. Et sur les 20 dernières années, la population des personnes détenues a augmenté de 45%. L'augmentation des peines de prison ferme a un coût qui se paie en frais de fonctionnement, évidemment, qui se paie aussi, on va le voir, en construction immobilière. Le phénomène de cet accroissement des condamnations est à mettre en relation également avec celui du volume des incriminations, et c'est un thème qui a été déjà évoqué à de nombreuses reprises depuis ce matin. Alors, c'est quelque chose dont on m'a toujours parlé quand j'ai été étudiant, puis ensuite j'en ai parlé à mes propres étudiants. On a de plus en plus d'incriminations, et la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que vous savez combien on a d'incriminations? Je vais vous demander de sortir vos stylos, c'est une interrogation. Non, je vais mettre à contribution mon collègue à côté, puisqu'on a maintenant une nomenclature qui s'appelle NATINF, et qui prévoit les incriminations qui sont prévues dans les textes législatifs et réglementaires, qui a été actualisée en 2023. Alors, chers collègues, vous diriez combien a-t-on d'incriminations en France? J'ai posé la question à mon épouse hier, alors, vous lui pardonnerez, elle est civiliste, elle me dit 350. Oui, on ne peut pas leur faire des reproches, ils sont seulement civilistes. Alors, vous en diriez quoi, vous? Mon cher Philippe? 25 000, 30 000. Ah, 25 000, 30 000. Il a, à mon avis, ça monte, il a bu. À midi, c'était moins. Ok, on ne va pas jouer aux enchères, mais tout de même... 11 000 contraventions. Ah, 11 000 contraventions. Un peu plus de 11 000. Ok. Alors, 11 000, mais pour les contraventions seulement. Oui, alors je dirais... Ça fait tout, alors. Ok, on perd notre temps, on perd du temps. Allez. On va faire comme aux enchères. 16 373 incriminations. 6 500 contraventions. 6 500 contraventions. Et ça m'a étonné. En réalité, 9 032 qualifications correctionnelles. Et pour moi, alors là, c'était le plus étonnant, je pensais qu'on avait 5 ou 6 crimes, 773 qualifications criminelles pour nos cours d'assises et nos cours criminels. Il y a du travail. Comme l'explique bien Alice Rock dans sa thèse de doctorat, qui est consacrée à la matérialité de l'incrimination, la politique législative suit un mouvement d'élargissement des comportements incriminés. Et ça aussi, on nous en a parlé ce matin. Je prends un exemple que j'emprunte à la thèse d'Alice Rock. On est en matière de terrorisme. En matière de terrorisme, le législateur incrimine la sortie de territoire dans le but de participer à une entreprise terroriste. Ce qui, en tant que tel, n'est déjà pas l'infraction de terrorisme en tant que tel. C'est simplement une sortie de territoire. Mais pour s'assurer qu'il n'y aura pas de sortie de territoire, eh bien, le législateur
ajoute une incrimination qui est le fait de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport ou de sa carte nationale d'identité. Voilà. Donc on pourrait dire quelque part c'est une économie de coût, c'est-à-dire que pour le prix d'une infraction, d'une incrimination, on en a trois. En réalité, malheureusement, l'économie de la justice pénale ne fait pas de rabais. Ces deux délits, ces trois délits coûtent bien 2 ou 3 fois plus cher aux autorités d'enquête et de poursuite. Et si vraiment on devait appliquer le principe de la réponse pénale systématique, il faudrait donc poursuivre et punir chacun de ces comportements. Tout cela a des coûts, et en raisonnant à budget constant, la question se pose de savoir s'il ne vaudrait pas mieux, à contre-courant de la tendance contemporaine, eh bien, moins incriminés, moins condamnés et finalement moins incarcérés. Alors c'est à budget constant, et je vais quand même prendre 2 minutes, si je les ai, pour essayer d'aborder une question un petit peu plus enthousiasmante, la justice pénale libérée de la contrainte économique. Est-ce que c'est vraiment un rêve? En réalité, c'est plutôt une réalité. La dotation du ministère de la Justice a augmenté de près de 60% entre 2017 et 2024. Alors, a augmenté et va augmenter. Ce sont les promesses qui nous ont été faites il y a quelques semaines. Il n'est pas interdit de rêver un avenir radieux pour la justice pénale. La question, c'est quel avenir? Comment dépenser ces sommes? Et quand on pose la question à différents acteurs, les avis divergent. Là aussi, ça sort des États généraux de la justice. On a réuni des ateliers citoyens et des ateliers de professionnels. Alors, que faire quand on a de l'argent? Pour les citoyens, voilà quelles sont leurs recommandations qui ont eu le plus de succès, le plus de votes. Inclure dans les programmes scolaires une matière sur la citoyenneté, incluant un volet sur la justice. Voilà. Ou alors, que chaque détenu puisse co-construire un projet personnalisé en vue de son retour dans le droit commun. Le droit commun, je cite. Est-ce que c'est le droit chemin, le droit commun? Les professionnels, eux, qu'est-ce qu'ils proposent? Eh bien, améliorer la communication de l'institution judiciaire, de l'argent pour le service de communication. Ou alors lutter contre la surpopulation carcérale, c'est plus classique. Si on regarde maintenant ce que fait le ministère de la Justice, il vient de faire un communiqué de presse avec une conférence de presse sur son budget à venir. À quoi est dédié ce budget? Création d'emplois, renforcement des moyens d'enquête, création de places de prison, agrandissement du mobilier juridictionnel, investissement informatique, augmentation significative des revenus, pas simplement des magistrats, mais également d'autres personnels. Finalement, on pourrait dire que ça tient à 2 idées alternatives. Je vous laisserai choisir laquelle. Quand on a de l'argent, on en fait profiter ses proches. Ou alors, on essaie d'attirer la bienveillance de ses proches. Je vous laisse interpréter le budget de la justice. Alors, il me semble qu'il faut quand même éclairer, quand on a beaucoup d'argent, les effets secondaires de l'utilisation de ces mannes financières qui viennent tout de même apporter un peu d'oxygène à une justice que l'on connaît, dont on sait qu'elle est à l'asphyxie. Et il faut essayer d'en mesurer ces effets. Et je vais vous proposer très rapidement de mettre en évidence 2 effets secondaires. Le premier, je l'ai appelé l'appel d'air, et le second, le retour de manivelle. Alors, l'appel d'air, eh bien, c'est à propos des projets d'immobilier pénitentiaire qui sont annoncés, dont une partie sont déjà réalisés. Le projet pénitentiaire pour la France comprend 51 établissements pénitentiaires pour 15 000 places de prison, avec objectif d'atteindre 75 000 places à l'horizon 2027. Voilà. La question, c'est à quoi servent ces places de prison? Alors, évidemment, la première réponse, tout le monde l'a, c'est à désengorger les établissements existants. Tout le monde le sait. La surpopulation carcérale est catastrophique. Nous, on a été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme, et ainsi de suite. Mais est-ce que ce projet de construction pénitentiaire est lié à un plan de maîtrise des peines de prison ferme? Parce que les places libres appellent des peines fermes. Et à l'inverse, la surpopulation carcérale, excusez-moi, c'est toujours un peu cynique, mais oblige à penser la peine différemment. La nouvelle politique pénale doit-elle se résumer à plus de places de prison pour plus de peines de prison? On dit que l'argent rend fou. Je vous laisse en juger. Allez, je vais terminer avec le retour de manivelle. Je vais prendre cet exemple qui me tient beaucoup à cœur, ce sont les techniques probatoires intrusives. Quand on a de l'argent, le ministère vient de le dire, c'est notamment pour améliorer, moderniser les techniques d'enquête. Et ces techniques sont toujours plus intrusives. Bientôt, on pourra déclencher comme ça les téléphones portables si ça passe devant le Conseil constitutionnel. Plus ces preuves sont intrusives, et plus elles doivent être soumises à un contrôle. Et cette procédure de contrôle est coûteuse, elle est même très, très coûteuse. L'exemple des données de connexion, c'est le meilleur exemple que l'on a sous les yeux.
1 700 000 réquisitions par an de données de connexion. Et un jour, la Cour de justice nous impose un contrôle opéré par un juge. Cet exemple donne l'idée des effets pervers provoqués par le déploiement incontrôlé d'une technique d'enquête devenue, en raison de sa simplicité et de son faible coût, chaque donnée de connexion, ou plutôt chaque réquisition, pour un mois de données de connexion, c'est seulement 10 €, eh bien, c'est devenu une technique de surveillance de masse. Ce n'est plus une technique d'enquête, c'est bien autre chose. L'évaluation du coût de ce contrôle par un juge, de cette masse de réquisition, a été faite par la chancellerie. Il faudrait créer 536 postes de magistrats à temps plein qui viendraient s'ajouter aux 256 juges des libertés de la détention déjà en activité. Plus de 700 magistrats uniquement pour contrôler les données de connexion et les autoriser. Cette création est impossible en pratique, on sait pourquoi, le législateur, la chancellerie reculent à la mettre en œuvre, et parce que, tout simplement, elle absorberait la majeure partie des postes envisagés dans la programmation budgétaire. Alors, en définitive, je vais conclure, on mesure à quel point la question économique, on s'en doutait, est redoutablement complexe. Face à la contrainte économique, les acteurs doivent faire preuve d'ingéniosité. C'est l'invention du concept de réponse pénale qui vient concurrencer les poursuites et qui a finalement totalement reconfiguré la sanction pénale. Si on se libère de la contrainte économique, il reste à trancher la question des priorités, qui n'est pas du tout simple. Une justice pénale pour les professionnels, pour les victimes, pour l'aide juridique, pour la protection des droits du suspect. Finalement, quand on donne aux juges les moyens de punir, on ne résout pas la question essentielle, qui est celle de la bonne ou de la juste peine. L'argent n'est qu'un véhicule pour la justice pénale. La question essentielle demeure de savoir où ira cette justice dans l'avenir. Je vous remercie. Je parlais d'ombre et de lumière. Alors l'ombre, c'est que je dois bien avouer qu'il y a un peu plus d'infractions que je ne le pensais. La lumière, c'est que sachant qu'elles ne sont pas toutes et loin s'en faut, ni dans le code pénal, ni même dans l'ensemble des codes, la bonne nouvelle, c'est qu'on était capable de les compter. Et ça, j'en étais pas tout à fait sûr. L'ombre, c'est que, comme tu nous l'as dit, il y a de plus en plus de condamnations, de plus en plus de privations de liberté. Le tableau que tu nous as dressé, et qui est tout à fait objectif, est assez sombre. Si je puis me permettre, le soupçon de lumière, et cette fois je me tourne vers les étudiants, c'est qu'on aura besoin de plus en plus de pénalistes. C'est objectif. Nous allons peut-être prendre un peu de recul et de distance par rapport au tableau avec Philippe Bonfils, professeur ex-Marseille, avec université, qui va nous parler vers un procès pénal sans audience, et c'est une question, l'avenir de l'oralité du procès pénal. Cher Philippe, cher doyen, nous t'écoutons. Merci beaucoup, cher Édouard. Alors, d'abord, merci aux organisateurs, à Pascal Beauvais, David Schilstein et Emmanuel Dreyer, pour ce magnifique congrès et pour leur invitation. Je n'ai pas fait exprès de mettre en abîme mon propre sujet. L'oralité en procédure pénale, c'est pas pour ça que j'ai perdu la voix, mais il se trouve que c'est comme ça. Je vais essayer malgré tout de vous parler de l'avenir. Je ne suis pas certain qu'il y ait tant de lumière que ça, mais on va essayer quand même. Le procès pénal, c'est une pièce de théâtre. Une tragédie, souvent. Parfois, une comédie. C'est une pièce qui se joue devant un public, par des acteurs, que la robe désigne et protège, tel le masque des comédiens de l'Antiquité. L'avocat de la défense, l'avocat de la partie civile, le procureur, le juge, les juges, le greffier, l'huissier, chacun est dans son rôle, au service d'une mécanique très organisée, presque scénarisée, pourrait-on dire. Et dans cette perspective, l'oralité est de l'essence même du procès pénal. Dans un procès pénal, on parle beaucoup, même si le président commence par rappeler le droit au silence de la personne poursuivie. Un procès pénal, c'est finalement une succession de paroles. L'interrogatoire de l'accusé ou du prévenu, la plaidoirie de la partie civile,
le réquisitoire de l'avocat général, la plaidoirie de la défense, enfin le prononcé du verdict, et la mémoire collective, peut-être même, dit-on, les murs des salles d'audience, se souviennent des grandes plaidoiries, des grands réquisitoires, des orateurs célèbres qui ont su émouvoir souvent, convaincre parfois. L'oralité, est-ce que c'est un principe de la procédure pénale? L'oralité ne figure pas dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Sans doute est-ce un principe auquel on est en tout cas tous attachés et auquel on pense immédiatement lors de la phase de jugement. Au-delà de la caricature de la justice pénale et de l'image qu'en donnent parfois les médias, l'oralité répond classiquement en fait à une exigence procédurale. En effet, spécialement devant la cour d'assises, où les jurés et les assesseurs ne connaissent pas le dossier, l'oralité est le moyen de débattre de l'ensemble des preuves à l'audience, pendant l'audience, pour que chacun puisse, en son âme et conscience, se forger son intime conviction et se prononcer sur la culpabilité de l'accusé et, le cas échéant, sur la peine. Mais cette conception du procès pénal est-elle celle du procès pénal de l'avenir? Il est permis d'en douter. D'abord parce que les cours d'assises ne représentent pas toute la justice pénale. En 2021, on comptait 1700 arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort, 1700, contre 580 000 décisions rendues par les tribunaux correctionnels et 61 000 jugements rendus par les tribunaux de police. L'image des cours d'assises est donc évidemment trompeuse. Ensuite et surtout, on le sait, les cours d'assises sont peut-être, sans doute, appelées à disparaître au profit des cours criminelles départementales. Les secondes ont déjà remplacé les premières pour les crimes punissables jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Et on peut penser, ou craindre, c'est selon, que le mouvement se prolongera. Certes, l'oralité n'est pas absente des cours criminelles départementales, mais en l'absence des jurés, elle n'a peut-être pas tout à fait la même portée. Il se trouve que j'ai été juré il n'y a pas longtemps, il y a à peu près un an, et que je peux témoigner de la procédure en cour d'assises, mais je n'ai pas l'expérience, et je ne l'aurai jamais, d'être membre d'une cour criminelle départementale. Peut-être aurai-je l'expérience d'y plaider. Enfin et surtout, la procédure pénale évolue régulièrement, au gré des interventions législatives incessantes en la matière, dominées par, la transition est faite avec Étienne, des considérations de gestion, d'économie et d'efficacité. Et ces réformes que l'on connaît ne vont guère dans le sens de l'oralité, qui apparaît parfois comme le moyen de ralentir la procédure ou d'en limiter la fiabilité, par opposition à l'écrit qui est considéré comme plus sûr. Alors, quelle place pour l'oralité dans le procès pénal de l'avenir? Il faut être prudent, évidemment, parce qu'il est toujours difficile d'imaginer l'avenir. Néanmoins, on peut considérer, sur la base de la situation actuelle, on peut considérer que l'oralité du procès pénal est appelée à évoluer. Quand je dis à évoluer, elle est, dans une large mesure, appelée à être évincée. Mais, et c'est peut-être la lumière, pas à disparaître. Pas à disparaître, mais à se transformer. Moi aussi, souvenir de l'agrégation, plan, deux parties. L'oralité évincée d'abord, l'oralité transformée ensuite. L'oralité évincée. On sait qu'en matière civile, l'oralité a quasiment disparu. Et qu'en ce domaine, les dossiers sont généralement déposés plus que plaidés. La matière pénale a résisté, bien davantage résisté. Mais l'oralité semble parfois susceptible d'être évincée au profit de procédures sans procès ou de procès sans audience. D'abord, des procédures sans procès. Il n'est pas rare, finalement, que la procédure pénale se déroule sans procès, et donc forcément sans oralité. C'est le cas dans une large mesure de la mise en état des affaires pénales, qui passe par une procédure inquisitoire, et donc écrite. Et c'est le cas aussi, de manière plus significative, des alternatives aux poursuites qui contournent largement l'oralité. S'agissant de la mise en état des affaires pénales, on sait qu'on affirme généralement qu'en France, la phase de jugement est accusatoire
et donc orale, alors que la phase préparatoire est inquisitoire et donc écrite. C'est largement vrai, si ce n'est quand même que l'instruction s'est peu à peu émancipée de la vision classique de la procédure inquisitoire en accordant de plus en plus de place au contradictoire. Alors, la place de l'oralité durant l'instruction est réduite, mais enfin, elle n'est pas nulle. Il est possible de plaider devant la chambre de l'instruction au soutien d'un appel ou d'une requête en nullité. Or, la mise en état des affaires pénales, vous le savez, c'est la disparition peut-être de l'instruction, ou en tout cas sa limitation de plus en plus grande au profit de l'enquête seule. Et pour le coup, c'est une évolution qui est lourde de conséquences, tant pour la défense que pour la partie civile, parce que l'enquête, elle, est véritablement inquisitoire. Elle est secrète, non contradictoire et écrite. Il n'y a rien de plus écrit qu'un procès verbal, vous le savez. Et donc, la tendance qui se profile de disparition ou de restriction vraiment à sa portion la plus congrue de l'instruction au profit de l'enquête, c'est la disparition quasi programmée de la petite oralité qu'on avait quand même durant la mise en état des affaires pénales. Les alternatives au procès maintenant. On sait que la tendance est clairement au développement des alternatives au procès, des procédures alternatives, parce qu'elles ont plein d'avantages. C'est une justice plus rapide, moins coûteuse, mieux acceptée, puisque négociée. Mais les alternatives se traduisent aussi par une restriction des garanties procédurales en lien avec l'absence d'audience. Le fait est que dans les alternatives aux poursuites, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de plaidoirie, il n'y a pas d'oralité, et je crois même qu'il n'y a pas de véritable négociation avec le parquet. Ces insuffisances sont bien connues, mais j'allais dire, on les admet sans grande difficulté en raison des enjeux en présence. Parce qu'un classement sous condition, une médiation pénale, voire même une composition pénale, ne sont finalement envisageables que pour des infractions de faible gravité, et surtout des infractions largement reconnues. En d'autres termes, pour des contraventions, des petits délits, on peut admettre des procédures sans procès. Mais les alternatives aux poursuites peuvent désormais s'appliquer à des infractions graves, avec des conséquences juridiques considérables. La fameuse convention judiciaire d'intérêt public, la CJIP, peut être proposée par le ministère public à des personnes morales pour des faits graves de corruption, trafic d'influence, entrave à l'exercice de la justice, blanchiment de fraude fiscale, infraction environnementale. On est là sur des infractions potentiellement graves et surtout, la CJIP porte en échange de l'abandon des poursuites sur le versement d'une amende, l'indemnisation de la victime et le contrôle de l'Agence française anticorruption. Et les enjeux sont loin d'être modestes. La banque UBS, par exemple, s'est vue proposer, pour des faits de démarchage bancaire illicite et de blanchiment aggravé de fraude fiscale, une CJIP dont le montant transactionnel s'est levé à 1 milliard d'euros. La banque, pour la petite histoire, vous le savez peut-être, a refusé cette transaction et le tribunal correctionnel l'a condamné à une amende de 3,7 milliards d'euros, plus 800 millions d'euros de dommages-intérêts. Des procédures aux enjeux considérables peuvent donc se résoudre sans procès et sans oralité. Il y a donc des procédures sans procès, mais il y a aussi des procès sans audience. Le procès sans audience. Alors pour le pénaliste, ça a quelque chose d'iconoclaste, d'un peu choquant d'admettre qu'un procès puisse se dérouler sans audience, tant les deux semblent parfaitement liés. Et pourtant, ça existe. J'en signalerai simplement deux formes. C'est le procès pénal simplifié et puis le procès pénal dématérialisé. Le procès pénal simplifié d'abord. On sait que dans une perspective d'économie, d'efficacité, on a parfois développé un procès pénal simplifié en supprimant l'audience et donc l'oralité pour une procédure purement écrite. C'est le cas de l'ordonnance pénale, qui permet au juge de prononcer une condamnation sans débat contradictoire, l'ordonnance étant alors notifiée au condamné par lettre recommandée avec accusé de réception, il n'y a pas plus écrit, et le condamné a alors 30 jours pour former opposition. C'est une procédure un peu expéditive, c'est vrai, mais on se rassurait en se disant que c'était réservé aux infractions de faible gravité, c'est-à-dire finalement aux contraventions. Elles ont bon dos quand même, les contraventions. Mais le législateur a étendu l'ordonnance pénale à certains délits,
comme les délits routiers, les délits relatifs au transport routier, les infractions d'atteinte à la concurrence prévues par le Code de commerce, non punies d'une peine d'emprisonnement, le délit d'usage de stupéfiants, le délit d'occupation de hall d'immeuble, de parties communes, de contrefaçon et atteinte aux droits de propriété intellectuelle lorsque ces infractions sont commises par le biais d'Internet. Je m'arrête là, mais je crois que la liste continue encore. La simplification peut aussi passer par l'amende forfaitaire, par cette procédure de l'amende forfaitaire, dans laquelle un procès-verbal, écrit, est adressé à l'auteur d'une infraction qui s'acquitte ensuite directement de l'amende, sans débat ni audience, l'audience ne pouvant intervenir finalement qu'en cas de contestation. Là encore, on relève une extension du domaine de la procédure de l'amende forfaitaire. Au départ, c'était seulement les contraventions, et encore que les contraventions des 4 premières classes. Et puis ça a été étendu aux contraventions de 5e classe, depuis la loi du 13 décembre 2011, et même depuis la loi du 18 novembre 2016, à certains délits, comme la conduite sans permis ou sans assurance, l'usage illicite de stupéfiants, et même depuis une loi du 24 janvier 2022 dont on a parlé tout à l'heure, et même au vol de biens de faible valeur jusqu'à un montant de 300 €. Petit à petit, avec le procès pénal simplifié, l'audience est écartée pour un nombre toujours plus grand d'infractions, et l'oralité avec elle. Autre aspect, c'est le procès pénal dématérialisé. On connaît le mouvement de dématérialisation, on en a parlé ce matin si je me souviens bien. L'article 706-71 du Code de procédure pénale prévoit en effet que, aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisi l'estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévues au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Donc la dématérialisation. C'est très commode et très utilisé. Ça permet par exemple l'audition à distance d'un témoin qui est loin, d'une partie civile qui ne peut pas ou ne veut pas se rendre jusqu'à l'audience, ou l'interrogatoire parfois même d'une personne poursuivie lorsque celle-ci est détenue. Il est fréquent d'avoir des débats contradictoires en visioconférence, notamment devant la chambre de l'instruction. Je crois que c'est là que j'en ai vu le plus, en matière de détention provisoire. Jusque-là, la dématérialisation, c'est quand même une audience. Dématérialisée, mais c'est quand même une audience. Sauf que la pandémie de Covid-19 a permis une dématérialisation extrême, sans audience. Dans l'ordonnance du 25 mars 2019 portant adaptation des règles de procédure sur le fondement de la loi du 25 mars 2019, non, c'est 25 mars 2020, pardon. Portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi d'état d'urgence du 23 mars 2020, donc c'est la loi sur l'état d'urgence en matière pénale, on nous explique qu'on peut déroger à l'article 706-71 du CPP avec tout moyen de communication audiovisuelle et qu'on peut même, à l'extrême, se passer de toute communication audiovisuelle. Et on l'a vu notamment en matière d'application des peines, où les juges d'application des peines ont pu prendre des décisions sur la base de réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites de la personne ou de son avocat, et sans même aucun moyen de télécommunication audiovisuelle. Concrètement, la dématérialisation était totale, on ne passait même plus par la visio. Et j'ai obtenu ainsi, moi, la libération conditionnelle d'un client, sans avoir d'ailleurs jamais rencontré ni le juge, ni le client. Bon. À situation exceptionnelle, procédure exceptionnelle, certes. Mais on constate qu'il semble quand même assez tentant de décréter l'état d'urgence, qu'il soit terroriste, sanitaire ou autre, et de sacrifier ainsi la figure traditionnelle du procès pénal et du débat contradictoire au nom de considérations économiques parfois, sécuritaires ici ou là. Et puis que dire, on en a parlé, d'un procès pénal conduit par une intelligence artificielle, devant laquelle la plaidoirie n'aurait sans doute guère d'effet, ni, je crois, guère de signification. Alors le pire n'est pas certain, on peut espérer que l'oralité ne disparaisse pas complètement. Elle est évincée, c'est vrai, elle est aussi conservée et transformée. C'est le second temps de mon intervention, je suis déjà à la limite, mais j'en ai pas pour longtemps, parce qu'elle est plus évincée que transformée. L'oralité transformée.
Il y a deux aspects, je crois, tout dépend selon que l'oralité est utilisée au service de l'écrit ou que l'oralité intervient sans écrit. D'abord, l'oralité au service de l'écrit. C'est une tendance que l'on connaît bien en matière civile et qui est en train d'infuser la matière pénale. Je dirais qu'il y a deux aspects, c'est les plaidoiries techniques et les observations orales. Les plaidoiries techniques, en fait, on sait que le droit pénal technique est de plus en plus important et que dans ces matières, il est absolument nécessaire de conclure par écrit. Lorsqu'on est en droit pénal de l'urbanisme, en droit pénal de la consommation, en droit pénal, en droit pénal du travail, dans toutes ces matières, ou en droit pénal des affaires, dans toutes ces matières compliquées, pour ne pas dire complexes, la plaidoirie ne peut pas remplacer un écrit qui est précis, technique. La matière est technique, il faut être technique. Et donc on est obligé nécessairement, même en défense, de conclure par écrit. Et donc la plaidoirie ne joue qu'un rôle complémentaire, presque accessoire. Et on pourrait même imaginer de venir appuyer sa plaidoirie par un PowerPoint, représentant par exemple des schémas. Je dis sa plaidoirie, mais je pourrais parler des réquisitions du ministère public, c'est pareil. Pour venir éclairer un schéma de société, pour venir éclairer par exemple la configuration des lieux en droit pénal de l'urbanisme, pour montrer qu'il y a tel bâtiment ou tel autre ou tel autre. En fait, dans les plaidoiries techniques, l'oralité, quand il y en a encore, est au service de l'écrit. Et puis, il y a une tendance qui se développe aussi à faire des observations orales. C'est là aussi une influence de ce qui se passe en procédure civile depuis longtemps. On sait qu'en procédure civile, je le disais, on a tendance à déposer ces dossiers et parfois à commenter son dépôt. Maître, on a lu vos conclusions, juste quelques mots, quelques observations. Hein? Vous plaidez, mais par observation. Eh bien, cette tendance se voit parfois en matière pénale, évidemment, lorsqu'on dispose d'un écrit. En d'autres termes, la plaidoirie se transforme en observation orale. C'est une pratique que l'on trouve parfois au stade de l'instruction. Il est vrai que la procédure y est écrite, et que l'on perçoit de temps en temps au stade du jugement, alors que la procédure y est orale. Lorsqu'une audience est chargée, que des mémoires ou des conclusions ont été adressées à la juridiction, il n'est pas rare que le président indique que la juridiction a pris connaissance des écritures et qu'on invite aimablement l'avocat à ne formuler que quelques observations pour venir éventuellement éclairer tel ou tel point ou souligner telle ou telle difficulté. L'oralité ne disparaît pas ici complètement, mais elle se transforme et la plaidoirie laisse place à de simples observations. Ça, c'était l'oralité au soutien de l'écrit, finalement. Et puis, quid de l'oralité sans écrit, la vraie oralité, si je puis dire. Il en restera sans doute deux formes. C'est l'oralité de l'urgence et l'oralité d'exception. L'oralité de l'urgence, c'est peut-être celle qui est la moins menacée, parce que l'urgence, par définition, empêche une défense écrite et anticipée. C'est le cas de l'interrogatoire de première comparution. Lorsqu'on est appelé par son client ou les autorités, que l'on vient à la fin d'une garde à vue pour un interrogatoire de première comparution, au mieux on a quelques minutes, quelques heures peut-être pour prendre connaissance d'un dossier souvent volumineux. Il n'est pas le temps de faire un écrit ici. Même chose lorsqu'on se retrouve devant le juge des libertés et de la détention. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'on intervient de façon orale après avoir vaguement et rapidement consulté un dossier et après s'être entretenu avec son client quelques minutes dans les geôles du tribunal, dans des conditions évidemment qui ne sont pas toujours très satisfaisantes, mais bon. Et puis, en matière de comparution immédiate, évidemment, on sait qu'il n'est pas possible de se passer de la plaidoirie. L'avocat découvre le dossier très peu de temps avant l'audience, si tout va bien le matin même, parfois à l'audience. Pendant l'audience, il n'a pas le temps ni les moyens de se rendre à son cabinet, d'y rédiger des conclusions. Juste une chose quand même, il est déjà arrivé que, bien qu'on soit en matière de comparution immédiate, on ait recours à l'écrit. Je vous parle d'un temps que les jeunes étudiants ne peuvent pas connaître, mais lorsqu'il y a eu cette fronde contre les gardes à vue sans avocat,
un certain nombre de barreaux, et le mien notamment, avaient diffusé des conclusions de nullité type que l'on avait dans sa sacoche et que l'on sortait lorsque la question se posait pour soulever la nullité de la garde à vue, motif pris de l'absence d'assistance effective du gardé à vue par un avocat. Et donc, même si on était dans l'urgence, avec une procédure typiquement orale, en comparution immédiate, eh bien, on utilisait le recours de l'écrit, parce que l'écrit a aussi ce moyen d'une sécurité juridique, de prouver qu'on a bien soulevé la défense. Enfin, l'oralité d'exception, et j'en termine. Devant les cours d'assises, la procédure est orale, j'allais dire exclusivement orale. Je laisse de côté la question des intérêts civils. La spécificité des cours d'assises, et notamment la présence des jurés, justifie que l'ensemble des témoignages, expertises, arguments des parties soient discutés oralement, afin que chacun puisse, en son âme et conscience, voter sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la peine. L'oralité est omniprésente, mais c'est une oralité d'exception à la hauteur du chiffre très faible que j'indiquais tout à l'heure sur le nombre de décisions des cours d'assises. Et puis, la compétence des cours d'assises a été réduite. Elle ne juge plus que les crimes punis de 30 ans ou de la réclusion criminelle à perpétuité, puisque les cours criminelles départementales les remplacent dans une large mesure. Et à ce jour, il ne serait pas étonnant que la disparition des jurés, que si les cours criminelles départementales se généralisaient, la disparition des jurés conduise peut-être à une énième réforme de la procédure pénale et à l'autorisation d'écrit devant les cours criminelles départementales, et donc finalement à ce que la procédure des cours criminelles départementales se rapproche de plus en plus de celle du tribunal correctionnel. Je n'ose imaginer que je renvoie à la première partie. Un mot de conclusion. En définitive, quel avenir pour l'oralité en procédure pénale? Un avenir sombre, vous l'avez compris. Mais un avenir quand même. Bien sûr, l'oralité est déjà et sera davantage encore malmenée. Mais l'oralité ne peut pas disparaître, soit en raison de l'urgence, soit en raison de la gravité des peines encourues. C'est en quelque sorte l'ombre qui donne à la lumière sa valeur. Et dans ce sens, l'oralité sera d'autant plus précieuse qu'elle sera rare. À nous d'en avoir conscience et d'en exploiter toutes les richesses. Merci. Nous ne nous étions pas concertés entre ta conclusion et mon introduction, je tiens à le dire. Dans bien des cas, l'efficacité doit être promue, voire généralisée, comme tu l'as très bien dit, en procédure pénale. Il convient pour le moins d'être extrêmement prudent. J'avais oublié, en te présentant, d'indiquer ta qualité d'avocat à la Cour. Je ne ferai pas un tel oubli en présentant Maître Mignon-Colombet, que j'ai un grand plaisir à revoir une nouvelle fois à l'université. Alors, la parole revient à la défense en dernier, mais à vrai dire, j'ai un petit doute sur le fait que vous alliez vraiment défendre avec une totale conviction le fait que la transaction soit l'avenir de la condamnation pénale. Et j'ai hâte de savoir si ce doute va être confirmé. Merci, Monsieur le Président. Je suis enchantée d'arriver en dernière position, puisque vous m'assignez un rôle que j'aime, qui est le mien, qui est le rôle d'avocat de la défense. Donc, il me va bien, il me sied de m'assigner cette position, de répondre à cette question provocante, et je remercie les organisateurs de ce colloque de l'avoir posée, pour essayer de défendre une position et arriver peut-être, au travers de ce petit chemin de 15 minutes, à une proposition constructive. J'étais un petit peu embarrassée en écoutant mes prédécesseurs parce que je me suis demandé s'il fallait que je sacrifie au plan en 2 parties. J'avais prévu un plan en 3 parties. Heureusement, grâce à eux, je vais vous épargner la première partie puisque le constat a été fait largement, je ne le reprendrai pas, d'une forme de justice dite négociée ou transactionnelle qui, aujourd'hui, prend une place dans notre justice pénale, en tout cas en matière économique. Et puisqu'il m'a signé 15 minutes et la dernière position, je vais colorer ce propos de 2 manières. 1, le cibler en matière de droit pénal des affaires, et 2, puisque l'ombre arrive dans notre amphithéâtre, essayer d'esquisser quelques
perspective de lumière. Alors évidemment, quand vous prenez la question à la lettre, j'imagine que certains d'entre vous ont dû bondir de leur siège. Encore une fois, merci Pascal Beauvais de m'avoir posé cette question. La transaction pénale est-elle l'avenir de la condamnation pénale? Moi-même, inconsciemment, j'ai rajouté le mot pénal à transaction parce que je me suis dit, il faut qu'on reformule. Bien. Alors, qu'est-ce qu'un droit pénal sans condamnation? On a parlé tout à l'heure de responsabilité parapénale. On a parlé, c'est l'expression d'Antoine Garapon, d'une justice sans juge dans un monde post-pénal. Où en est-on de cette justice négociée? Est-ce que réellement elle peut constituer l'avenir du procès pénal? Je ne pense pas. En revanche, si on ne peut pas prédire quel sera l'avenir de la transaction pénale du procès pénal, je pense qu'on peut lui prédire, lui promettre un avenir aux côtés du procès pénal, dans des conditions à déterminer ensemble. Première partie, puisque je passe la phase du constat, première partie, peut-être un rêve, ou en tout cas une promesse d'un avenir pour la transaction pénale. Nous le savons, il existe plusieurs alternatives, plusieurs dizaines d'alternatives aux poursuites, aux procès, dans notre Code de procédure pénale. Je ne reviens pas sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2004, la Cour européenne des droits de l'homme de 2014. Il est acquis que nous pouvons absolument renoncer à contester des faits avant un procès ou reconnaître librement une culpabilité, pourvu que les garanties soient présentes. La question n'est pas donc tant l'existence d'une transaction pénale qui pourrait servir d'alternative soit aux poursuites, soit au procès lui-même, que les conditions des garanties et surtout de la coexistence des instruments de justice négociés entre eux. C'est cela le défi de la justice pénale en matière économique, puisque je le rappelle, ces transactions pénales dont je parle, ce ne sont pas tout à l'heure les transactions de Monsieur le Président, c'est-à-dire en matière administrative, c'est celles qui sont signées entre une personne physique ou morale avec un procureur, où il y a une phase, et où il y a une phase de négociation. Une phase de négociation, non seulement sur la peine, mais parfois également sur le périmètre des faits, avec, in fine, la perspective d'une extinction des poursuites sous le contrôle du juge du siège. Et c'est cela, la justice négociée que nous avons à discuter aujourd'hui, c'est cela ce qu'on appelle la transaction ici, je l'entends au sens de cette justice négociée avec un contrôle du juge du siège dans notre système constitutionnel français et d'ailleurs partagé par plusieurs pays européens. J'ai en tête, puisque Mireille Delmas-Marty a été citée à plusieurs reprises, cette phrase, cette formule absolument saisissante qui était la sienne en 2016 lorsqu'elle décrivait la justice américaine. Elle nous disait « Le suspect avoue pour ne pas être jugé coupable ». Cela signifie donc que la culpabilité ne serait plus l'alpha et l'oméga de la justice pénale aux États-Unis et aujourd'hui, depuis la loi Sapin II en 2016, en France. Et là, je parle de cet instrument qui nous a été présenté tout à l'heure, je n'y reviens pas, par mon confrère et professeur, la Convention judiciaire d'intérêt public qui, et c'est une révolution absolue de la procédure pénale française, postule une extinction d'action publique sans reconnaissance de culpabilité, à la différence des autres procédures que nous connaissons, telles que la procédure de CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Donc cette idée de signature d'une convention sans reconnaissance de culpabilité est profondément nouvelle, moderne. Est-elle pour autant l'avenir? Certainement pas, mais elle est un avenir possible. Et c'est là où je prends le temps du rêve. Pourquoi? Parce que je crois que nous avons besoin de replacer la justice négociée, non seulement dans son cadre juridique, puisque c'est autorisé par notre code, c'est validé par nos juridictions, mais c'est surtout
Quelle est sa philosophie? Je pense que ce qui est important, c'est qu'on est dans un nouveau paradigme où nous ne parlons plus de justice verticale, de justice imposée. Tout à l'heure, on parlait de ces phases judiciaires avec les questions qu'on a posées tout au long de l'après-midi sur les contraintes économiques, l'oralité, l'audience. On est encore un stade en avant. Parce que ce qui est au cœur de cette justice négociée, c'est une invitation, peut-être un rêve, mais en tout cas, pour certains, une réalité, d'entrer en discussion avec un magistrat avant l'audience. Cela, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, parce que nous avons évidemment, nous connaissons tous les phases d'instruction préparatoire, les enquêtes, etc., où les phases de discussion seront étroitement prévues par notre Code de procédure pénale. Ici, la phase de négociation, vous imaginez bien que le Code de procédure pénale ne mentionne pas ni le mot négociation, ni le mot discussion, ni le mot rencontre avec un magistrat, ni une rencontre. Mais, de fil en aiguille, nous avons eu une forme de droit souple qui s'est mise en place, avec les lignes directrices du parquet national financier notamment, qui prévoit cette entrée. On a une formule très poétique, d'ailleurs, on dit « entrée en convention judiciaire d'intérêt public », entrée en CJIP. Qu'est-ce qu'on va faire quand on entre en CJIP? On parle, on va voir le procureur, on discute, dans un cadre, on a toujours un cadre, bien sûr, c'est notre code de procédure pénale, mais c'est un cadre partagé, on parle à hauteur d'yeux. Ça change tout, parce qu'on a l'opportunité de présenter les faits avant qu'ils ne soient validés. Alors c'est vrai qu'on se dit, mais quelle est la place de l'audience? Quelle est la place du débat contradictoire là-dedans? On ne débat plus de la même chose, mais on débat autrement. Et une fois que la phase du débat liée à la discussion sur la sanction, puisqu'on ne parle plus de peine, mais d'amende d'intérêt public, qu'on parle des faits qui seront couverts par la Convention, eh bien, vient le temps de l'audience, de validation si c'est une CJIP ou d'homologation si c'est une CRPC. Et c'est là que le juge prend toute son importance, puisque sans le contrôle du juge de cette transaction, il n'y a pas de légitimité de cette justice négociée. C'est la condition d'un avenir de la justice pénale négociée. Alors, voici la promesse, un dialogue. On répond à la question de du premier orateur de la contrainte économique. On répond à la question d'un procès sans audience, en tout cas avec une audience réduite à un temps d'audience. Mais tout cela, est-ce que ça fait vraiment rêver? Je pense qu'il faut faire rêver avec une troisième dimension dont on n'a pas beaucoup parlé cet après-midi, qui est cette dimension prophylactique de la justice pénale négociée, qui est souvent mise de côté, parce qu'on parle souvent des grandes affaires. Donc, vous avez mentionné l'affaire UBS, nous connaissons tous l'affaire Airbus, des affaires à plusieurs milliards d'euros, l'affaire Google, des CJIP qui sont d'ailleurs des CJIP avec une dimension transnationale, qui permettent de régler en même temps, avec le concours de plusieurs États, les mêmes faits, en respectant une forme d'application empirique du principe non bis in idem, puisque l'amende est répartie et non pas additionnée. Donc, il y a des vertus liées au principe non bis in idem attaché à cette justice négociée qui est la concomitance, au lieu d'éviter la succession des procès qui se multiplient dans chaque État, ils sont réglés en même temps. Il y a quelque chose de vertueux là-dedans. Mais surtout, j'ajouterais une autre idée qui me paraît extrêmement intéressante, c'est le fait qu'il y a une dimension prophylactique qui n'est pas que ce qu'on voit parfois aux États-Unis, qui est ce tableau de chasse du montant des amendes qui sont affichés, le top 10 des sanctions financières. Ce n'est pas que ça, la justice négociée. L'acte qu'on sanctionne, c'est un moment dans le règlement du dossier. On regarde le présent, on regarde un peu le passé, bien sûr, les antécédents, mais on regarde surtout l'avenir. Et je pense que dans ce colloque qui est organisé aujourd'hui, c'est cela qui m'intéresse beaucoup, c'est cette dimension prophylactique où on dit comment faire pour que ça ne se reproduise pas. Alors, évidemment, nous connaissons déjà, dans les alternatives aux poursuites, toutes les mesures de réhabilitation qui sont prévues par le Code de procédure pénale. Eh bien ici, il s'agit, puisque la CJIP, j'aurais dû le rappeler, est réservée aux personnes morales dans notre dispositif, il s'agit de faire en sorte que la personne morale mette en place des procédures de mise en conformité, de contrôle interne,
de mise en conformité, on dit de compliance, donc, aux normes anticorruption, mais également, on en a parlé tout à l'heure, en matière d'atteinte à l'environnement. Il y a tout un phénomène où ce qui compte, ce n'est plus de juger l'acte tout seul, tout nu, mais le comportement postérieur de l'entreprise pour faire en sorte peut-être d'atténuer la sanction, ou en tout cas d'avoir une vision plus équitable, je dirais, de la sanction financière qui lui est applicable. Évidemment, ça suppose un bouleversement de la responsabilité pénale des personnes morales et des personnes physiques. Et puisque je sais qu'il nous reste quelques minutes, Monsieur le Président, je terminerai quelques minutes dans mon deuxième temps. Mon deuxième temps, après avoir rêvé à une justice d'inspiration restaurative, de dialogue, de rencontre avec les magistrats, les avocats et les justiciables qui sont acteurs de leurs propres sanctions, eh bien, le deuxième temps, c'est quelle réalité à construire pour que la transaction pénale ait un avenir aux côtés, évidemment, du procès pénal, et non pas à la place du procès pénal. Elle a un avenir absolument certain à partir du moment où plusieurs garanties sont mises en place. J'en vois 4. La première, c'est évidemment, et je le rappelle parce que c'est connu, mais je pense que c'est important de le créer, de le rappeler, c'est que la transaction n'est pas un arrangement confidentiel entre amis. Ce n'est pas une transaction dans le sens courant du terme, il s'agit d'une convention judiciaire d'intérêt public ou bien d'une CRPC qui est rendue publique. Il y a une audience de validation, une audience d'homologation où on discute, on ne débat pas des faits, c'est la grande différence avec le procès pénal, mais on discute, et on a parfois d'ailleurs des présentations PowerPoint où le calcul de l'amende d'intérêt public est exposé très en détail, où le parquet présente la raison d'intérêt public pour laquelle on choisit la transaction plutôt que le procès pénal, puisque ce n'est pas le cas dans tous les cas, y compris en tant qu'avocat de la défense. Nous avons parfois des stratégies judiciaires, et heureusement, qui sont libres. Il n'y a pas d'obligation d'entrer en CJIP, mais il y a une possibilité qui doit être préservée lorsque les circonstances se justifient, notamment pour des raisons liées à la justice transnationale et au droit au procès équitable. La seconde condition, je pense, la deuxième plutôt, c'est qu'il soit réfléchi à un contrôle du juge du siège qui existe déjà, mais qu'il soit peut-être davantage, ça je parle des lege ferenda, davantage associé en amont de l'audience de validation ou d'homologation, puisque parfois le même juge peut valider, homologuer une convention judiciaire pour une personne morale et un plaidé coupable pour une personne physique, avec des pouvoirs qui ne sont pas exactement les mêmes en matière de validation ou d'homologation, d'où parfois des différences de traitement qu'il faut absolument combattre pour éviter de porter atteinte à la présomption d'innocence des personnes physiques, qui sont parfois identifiables dans l'accord de la personne morale, et de faire en sorte que leur présomption et leurs droits de la défense soient respectés. Troisième enjeu, informer davantage les victimes, les associations de victimes, notamment, je pense, au CJIP en matière d'atteinte à l'environnement. Nous avons aujourd'hui, je crois, à ce jour, 43 CJIP qui ont été validés à ce jour, dont peut-être un tiers en matière d'atteinte à l'environnement. Et là aussi, le chantier est immense d'intégrer chacun dans ce nouveau système en gestation, avocats, magistrats, justiciables, victimes. Et c'est simplement à ces conditions-là que la transaction pénale a un avenir aux côtés du procès pénal. Merci beaucoup, cher maître, de nous avoir ainsi montré que la transaction était l'un des avenirs de la condamnation pénale, à condition cependant de respecter aussi des principes anciens qui ne doivent surtout pas être négligés. Je pense que nous avons peut-être le temps pour une seule question, si jamais l'un d'entre vous souhaite
la poser. Je ne vois pas de main qui se lève. Alors, nous allons poursuivre sans désemparer. Et sans désemparer, le jury, en quelque sorte, la cour et le jury, vont maintenant donner leur verdict, si je puis dire, sur les prix de thèse de l'Association française de droit pénal. Alors je pense que Monsieur le Président Jean-Christophe Saint-Pau peut-être va venir à la chaire, et pendant qu'il vient à la chaire, je vous propose de remercier nos 4 intervenants. Alors, vous savez que dans les statuts de l'association figurent plusieurs objectifs, et notamment de décerner le prix Émile Garçon, qui, dans nos statuts, a pour objet de distinguer une thèse présentant un intérêt scientifique particulier pour la science pénale. Alors, pour décerner ce prix Garçon, nous procédons de la manière suivante. Nous essayons d'abord de trouver un président de jury, qui ensuite compose un jury plus ou moins vaste en fonction du nombre de thèses qui ont été déposées pour une candidature. Aujourd'hui, on va travailler sur 2 prix, puisque lorsque nous avons proposé à Emmanuel Dreyer de constituer un jury, et que nous devions normalement décerner ce prix lors du congrès d'Aix organisé par Jean-Baptiste Perrier, les travaux de constitution du jury et de lecture des thèses nous ont conduit à une période qui a dépassé la date du congrès d'Aix, ce qui fait que nous n'avons pas pu décerner officiellement le prix, qui a à l'époque été obtenu par Alice Mornay, qui avait rédigé une thèse sous la direction de Bertrand Delamy et de Guillaume Bossoni, donc à l'Université de Toulouse, sur les fichiers pénaux de l'Union européenne. C'est une thèse qui a d'ailleurs été aussi distinguée par l'École nationale de la magistrature et qui a été publiée chez Mar et Martin. Et cette jeune fille a été d'ailleurs recrutée maître de conférence à Avignon, si je ne me trompe pas. Donc, on souhaitait, lors de ce congrès, avant d'évoquer le prix de l'année, rappeler que cette candidate avait été lauréate donc, du prix, et lui permettre aussi de bénéficier des intérêts de ce prix, parce qu'à une certaine époque, on n'en mettait qu'une petite médaille. Donc les plus anciens savent que le prix ne leur donnait pas grand-chose si ce n'est la gloire, mais grâce aux éditions LexisNexis et Dalloz, eh bien les lauréats maintenant bénéficient d'un avantage scientifique. Et donc je veux remercier les partenaires de ce prix d'avoir accepté pour cette année donc de doubler le prix, à la fois pour le prix que nous avons décerné aujourd'hui et le prix décerné à Alice Mornay. Donc elle n'est pas là, évidemment, mais je tenais à le souligner, à gagner du temps aussi pour qu'on puisse installer. Le prix de cette année, donc, c'est notre collègue Étienne Vergès qui a présidé le jury. Et donc je vais lui laisser la parole peut-être. Donc merci beaucoup. Donc je vais déjà appeler les éditeurs qui remettent matériellement le prix à venir m'accompagner. Donc on a donc Dalloz et LexisNexis qui sont là tous les deux. Donc je vous invite à venir à côté de moi. Alors le jury cette année a eu à examiner pas mal de thèses. Du coup, en tant que président du jury, j'ai eu à composer un jury qui était assez important, assez volumineux, et je remercie parmi les membres du jury qui sont là, tous ceux qui ont participé à ce jury. C'était un travail qui a commencé, donc, on va dire, au début de l'année universitaire. On s'est réunis en visioconférence à plusieurs reprises. On a eu plusieurs phases, en quelque sorte, d'examen des thèses.
Et donc, à l'issue d'une première délibération, on a décidé de sélectionner une shortlist de 3 thèses qui nous ont paru particulièrement remarquables et susceptibles de rester en lice pour obtenir ce prix. Et dans cette shortlist, on a 2 personnes qui sont aujourd'hui dans la salle. Donc je vais les citer en quelque sorte, un peu comme si on remettait les Oscars, les Césars. Ce sont nos nominés en quelque sorte. Donc on a François Chabas, que je vois ici, qu'on peut applaudir, qui a fait une magnifique thèse. Donc sur les circonstances insurmontables en procédure pénale, et je ne saurais que vous recommander sa lecture, j'ai été passionné par sa thèse. On a aussi Alice Rock, je ne l'ai pas vue, elle est par ici, voilà, qui a fait une thèse remarquable sur la matérialité de l'incrimination. Et donc on pourrait dire que ce sont nos 2 nominés malheureux parce qu'ils ne sont pas lauréats. Et notre lauréate est avec nous. Elle est donc maîtresse de conférence à Clermont-Ferrand. Et donc elle s'appelle Barbara Drevet. Et donc je vous propose de l'applaudir déjà. Donc sa thèse a beaucoup marqué le jury sur les motifs d'exonération en droit pénal international, beaucoup impressionné le jury. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par donner la parole à notre collègue Barbara Drevet. Vous nous entendez? Est-ce que vous arrivez à parler comme ça? Enfin, est-ce que vous pouvez parler pour qu'on puisse voir si on vous entend? Oui, je vous entends. Merci beaucoup. J'ai bien entendu les applaudissements, mais je suis très contente. Merci. Vous avez la parole. Merci. Alors déjà, je vous prie d'excuser mon absence. J'aurais vraiment beaucoup aimé assister à ce congrès qui, j'en doute pas, a donné lieu et va donner lieu à des propos très enrichissants. Malheureusement, voilà, un petit problème d'emploi du temps de mon côté. Mais je voudrais remercier très sincèrement l'Association française de droit pénal et le jury pour l'attribution de ce prix qui vraiment me fait très plaisir. Je suis très honorée de voir mes travaux reconnus par une assemblée de pénalistes en France. Alors, il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie professionnelle depuis la fin de cette thèse. J'ai l'impression d'avoir soutenu à 5 ans, alors qu'en fait, c'était il y a 1 an et demi. Mais je suis quand même très, très fière d'obtenir ce prix qui permet de mettre un très joli point final à mon travail doctoral. Je suis heureuse aussi parce que j'y vois également une reconnaissance de la matière du droit pénal international, qui est une matière qui est un petit peu trustée par les chercheurs de droit public en France, mais qui attire de plus en plus de pénalistes ces dernières années. Alors c'est une matière qui, évidemment, me tient particulièrement à cœur, mais surtout, et les faits actuels malheureusement le démontrent, c'est une matière d'avenir et ce qui fait qu'on est, je crois, entièrement dans le thème du colloque. Merci encore à tous. Merci beaucoup. Alors, on a la chance d'avoir un de vos collègues de Clermont-Ferrand qui a accepté de recevoir le prix pour vous aujourd'hui. Donc, c'est Evan Rachel. Donc, je l'appelle sur scène. Et donc, comme ça, on va pouvoir, merci beaucoup, Evan, de ramener mes livres à cette remise du prix. Donc, je laisse nos éditeurs chercher ce qui constitue le prix. Donc, voilà, je te laisse la parole. Tu avais prévu de dire quelques mots, c'est ça? Donc voilà, donc les éditeurs Dalloz et LexisNexis, je vais m'effacer pour vous laisser remettre le prix à Evan Rachel, qui symboliquement le reçoit pour Barbara Drevet. Donc il s'agit donc d'ouvrages, on a des lots d'ouvrages. Alors je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Eh bien, bravo. Toutes les félicitations de la part des éditions Dalloz. On est ravis d'être partenaire de ce prix une nouvelle fois. Et donc, on a le plaisir de vous offrir quelques ouvrages que je remets donc à Evan. Il y a un code, il y a plein de petites choses rouges. Et puis, un abonnement à une revue que vous pouvez choisir. Si vous n'avez pas d'idée, je peux vous recommander la J pénale, la RSC. Voilà. Encore bravo. Et je serais ravie d'être destinataire d'un PDF de votre thèse et de la lire si vous pouvez me l'envoyer. Très bien, merci beaucoup. Bravo encore. Merci. Alors, bravo également de la part des éditions LexisNexis. Alors moi j'ai une seule revue à vous proposer. C'est l'abonnement annuel à la revue Droit Pénal, ainsi que l'ensemble de nos manuels de droit pénal. Voilà. Merci beaucoup. Il y en a 6. Bon courage pour les ramener.
Voilà, merci beaucoup pour ce moment un peu solennel. Merci pour votre présence en visio. Et puis encore félicitations. Et donc je pense qu'il est temps de laisser la parole au président de l'association pour notre Assemblée générale.